Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Et ça y est, on est enfin dans la période du long marathon de commentaires de la nouvelle boîte d'investigateurs, donc la boîte pour la campagne Les Clés Écarlates. Alors cette vidéo, ça va être une vidéo, pas introduction, préambule. Je vais présenter les spécificités de la boîte. Alors si mon ordi veut bien coopérer, voilà. Alors déjà, voilà, je pense que c'est assez visible comme ça. Donc, ce nouveau cycle, quelles sont ses particularités? Moi j'en ai compté 3. Alors, évidemment c'est peut-être un peu subjectif. Voilà, donc j'ai regardé d'après le livret, d'après les cartes, ce que moi je voyais comme particularité, et j'en vois 3. La première, il y a des cartes personnalisables, je vais expliquer après ce que c'est. Deuxième chose, il y a un nouveau type de carte, les dilemmes. Et enfin, il y a des faiblesses réservées à des classes données, c'est-à-dire des faiblesses de base sur lesquelles il y a marqué cette faiblesse ne peut être que dans un deck de gardiens, de chercheurs, etc., etc. Alors, déjà, les cartes personnalisables. On voit, il y en a 3 dans chaque classe. Une en neutre, et en neutre également, il y a une carte qui va permettre d'interagir avec les cartes personnalisables. Alors, personnalisable, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, comme sur All of Arkham, il y a le scan d'explications en anglais que j'avais pas envie de scanner en français, je vais traduire. Voilà. Donc, il y a un nouveau mot-clé, customisable, personnalisable en français. Il apparaît sur un certain nombre de cartes, 16 très exactement. Vous avez donc votre carte standard, qui sera dans votre deck. Alors vous notez qu'il n'y a pas d'indication de niveau. Voilà. Et à côté de ça, il y a une carte d'amélioration. Alors dans ma boîte, j'en ai 3 exemplaires de chaque. J'ai pas bien compris pourquoi exactement 3. Peut-être que c'est FFG qui se dit c'est des consommables, on en file 3 exemplaires et puis ensuite ils se débrouillent. Mais en tout cas, voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Je vais essayer de trouver. Je me souviens plus s'il y a des scans. Non, pas de scan. Mais en tout cas, voilà, sur une carte customisable, il y a des mots-clés et devant. Des mots en gras et devant des cases qu'on peut cocher. Donc, chaque carte customisable est par défaut de niveau 0. Il y a une carte séparée qui contient donc tous ces carrés qu'on peut cocher. Sauf mention contraire, on ne peut cocher une case qu'avant ou après un scénario, autrement dit quand on dépense de l'expérience, au moment de l'amélioration du deck. Il faut un point d'expérience pour cocher une case. Pour avoir une amélioration, il faut avoir coché toutes les cases devant. Là, par exemple, alors durable en français c'est résistante. Voilà, si vous voulez l'amélioration résistante de l'armure du chasseur, il faut cocher les 2 cases et donc dépenser 2 points d'expérience. Mais vous n'êtes pas obligé de cocher les 2 cases d'un coup. Voilà. Vous pouvez, à la fin de chaque scénario, vous cocher une case. Et quand toute la ligne est cochée, c'est bon, l'amélioration est en vigueur. Voilà, c'est ce qui est expliqué là. Le niveau de la carte personnalisable, c'est égal à la moitié du nombre de cases cochées, arrondi au supérieur. Donc, je reprends l'exemple de l'armure du chasseur. Si vous avez coché la case devant enchantée et les 2 cases devant résistante, vous avez coché 3 cases, ça vous a coûté 3 XP, 3 divisé par 2 ça fait 1,5, on arrondit à 2,
et voilà, vous avez une armure du chasseur de niveau 2. Ce qui est expliqué là. Et vu que les règles de construction de deck sont basées la plupart du... sur les niveaux. Oui, voilà. Alors des fois, il y a des spécifications, si c'est un certain mot-clé, si c'est un certain trait plutôt, voilà. Mais en tout cas, il y a toujours un lien avec le niveau. Donc, au fur et à mesure, vous dépensez de l'XP pour cocher des cases. En fonction du nombre de cases cochées, la carte a un niveau qui change. Et vous devez respecter les règles de construction de votre deck. Si vous jouez William Yorick, il a le droit aux cartes gardien jusqu'au niveau 2, donc il peut avoir il peut avoir dans son deck une ou deux copies de l'armure du chasseur, à condition que sur la carte d'amélioration, il n'ait pas coché plus de 4 cases. Voilà. Au total, vous ne pouvez pas cocher plus de 10 cases. Là, au total, il y en a 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Sur les 15, vous pouvez en cocher maximum 10. Et du coup, la carte sera au maximum de niveau 5. Quand on dépense des points d'expérience, quand on dépense des points d'expérience pour cocher des cases alors que la carte est déjà dans le deck, c'est considéré comme améliorer une carte. Pour tous les effets là de tête, je dirais qu'il y a dans le terrier du lapin. Voilà. Dans le terrier du lapin, vous donne des réductions d'XP quand vous améliorez une carte, mais augmente le coût si vous remplacez une carte par une autre. Et là, cocher des cases, c'est améliorer une carte, donc pas de malus d'XP avec dans le terrier du lapin. Un investigateur peut acheter directement une ou plusieurs copies d'une carte personnalisable avec déjà des améliorations, en dépensant le montant que coûtent les améliorations. Autrement dit, je reviens sur l'exemple de William Yorick. Oui, c'est ça, William Yorick. Il peut dire, je vais dépenser 4 XP pour mettre dans mon deck l'armure du chasseur avec ses 4 cases de cocher. Donc il dépense 4 XP, il met 2 exemplaires de l'armure du chasseur dans son deck, comme il a coché 4 cases, les 2 exemplaires sont de niveau 2. En gros, ce que ça veut dire, c'est que il faut pas payer 1 point d'XP parce qu'on met la carte dans le deck et ensuite l'XP pour l'améliorer. Comme on a dépensé de l'XP pour l'améliorer, c'est l'XP à payer pour intégrer la carte. Normalement, mettre une carte de niveau 0 dans son deck, au moment où on améliore son deck, ça coûte 1 XP. Je suis pas très clair. Imaginons, voilà, je vais prendre un autre exemple. William Yorick, il a fait son deck de niveau 0, fin du premier scénario, il veut mettre le flic en patrouille de niveau 0. Ça lui coûte 1 XP parce qu'il fait un changement de carte. Par contre, s'il met le flic en patrouille de niveau 2, ça lui coûte 2 XP. Parce qu'il met une carte de niveau 2. C'est pas 1 XP pour mettre le flic en patrouille, puis 2 XP pour l'améliorer. Voilà. On ne paie 1 XP pour réintégrer une nouvelle carte que si elle est de niveau 0. Si elle est de niveau 1 ou plus, on paie le coût en XP de la carte. Désolé de ne pas avoir été plus clair dès le départ. Toutes les améliorations des cartes sont considérées comme étant écrites sur les cartes à tout moment. Même si la carte est dans la défausse, hors jeu, dans la main, ça va être par exemple dans la pile de défausse, il n'y a pas marqué dans la pioche, mais a priori c'est aussi le cas. Si une amélioration rajoute un trait à une carte, et qu'en cours de partie vous tutorez une carte avec ce trait, votre carte personnalisée a le trait, donc vous pouvez la tutorer. Par exemple, quand vous dépensez de l'XP pour améliorer une carte personnalisable, c'est définitif. Vous ne pouvez pas changer d'avis et dire je retire cette amélioration et je récupère mon XP.
Pendant la partie, les cartes d'amélioration, donc ce qu'on voit ici, cette carte-là, faut l'avoir à portée de main. Voilà, bah c'est pour... j'allais dire c'est du bon sens, hein, vous voulez être sûr de ne pas vous embrouiller dans les améliorations choisies et celles qui n'ont pas été choisies, bah vous voulez l'avoir sous la main. Voilà, et bon bah vous trouverez votre solution. Dans ma boîte, il y en a 3 exemplaires de ces cartes-là. Si vous voulez, à chaque campagne, vous prenez la carte et vous cochez au bic ce que vous sélectionnez, mais dans ce cas-là, ben, ensuite vous ne pourrez pas effacer. Comme il y a marqué en dessous, vous pouvez télécharger, alors j'ai pas vérifié d'ailleurs si c'était déjà en ligne, mais normalement vous pouvez télécharger l'image, l'imprimer en noir et blanc, et puis, je sais pas, vous cochez au crayon de papier, puis à la fin de chaque campagne vous effacez, ou alors vous retenez de tête, voilà. Et alors là, une petite précision. Voilà. Et on a fait le tour, les précisions, je les aborderai quand je parlerai des cartes spécifiques. Donc voilà. Ça, c'était les cartes personnalisables. Deuxième chose, les dilemmes. Donc dilemme, c'est un nouveau trait qui apparaît sur certaines cartes survivantes, sur 6 cartes survivantes exactement. Pareil, hein, je vais vous traduire à la volée le scan du guide, enfin, je sais pas comment appeler ça, du feuillet qu'il y a dans la boîte. Donc certaines cartes de cette extension ont le trait dilemme. Et elles ont une capacité de révélation. Comme toutes les capacités de révélation sur d'autres types de cartes, ces capacités sont résolues quand la carte est piochée ou entre dans la main d'une façon ou d'une autre, pas quand la carte est jouée. Ces cartes n'ont pas de coup, il y a un tiret. Je vais en montrer une, la première de la liste. Enfin, s'il y a un scan. Évidemment, il n'y a pas de scan. Voilà, normalement, celle-ci a un scan. Voilà, donc on voit, c'est un événement qui n'a pas de coup. Donc elles ne peuvent pas être jouées. Leur effet se résout uniquement quand elles sont piochées ou ajoutées à la main par un effet ou par un autre. Après avoir résolu l'effet de révélation d'une carte joueur avec le trait dilemme, on la met dans la défausse de son propriétaire. Okay ? Les capacités de révélation ne se résolvent pas lors de la mise en place. Si une ou plusieurs cartes joueurs avec des effets de révélation sont piochées lors de la mise en place, attendez que la partie commence. Ensuite, chaque joueur, dans l'ordre des joueurs, résout tous les effets de révélation de ces cartes dans l'ordre de son choix. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à en dire. Donc voilà cette carte. Ah oui, un point important. On peut résoudre maximum 2 dilemmes par round et évidemment je l'ai pas sous la main. Bon, il y a une précision dans la FAQ. Quand je parlerai des cartes dilemmes, je le préciserai, là je l'ai pas sous la main, je vais pas aller chercher à côté le livret. Donc concrètement, vous voyez par exemple cette carte là, je vais agrandir un peu. Voilà, vous avez construit votre deck, vous avez mis cette carte là dans votre deck, phase d'entretien, typiquement, vous piochez votre carte, c'est une carte dilemme, vous devez la révéler. Révélation, s'il n'y a pas d'ennemi en jeu, piochez une carte. Ok, bon, ça c'est vite vu, hein, donc s'il n'y a pas d'ennemi en jeu, vous piochez une carte et ça part dans votre défausse, donc la carte est remplacée. Sinon, s'il y a au moins un ennemi en jeu, vous choisissez de faire cet effet ou de faire cet effet, puis vous défaussez la carte. Voilà, tout simplement. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à en dire. Troisième chose, il y a des faiblesses réservées aux classes. Donc voilà, il y a 5 faiblesses de base dans cette boîte. Alors de nouveau, pas d'image, oh là là, j'ai fait ça pour rien.
Donc vous voyez, dans le descriptif de la carte, blablabla, investigateur, gardien uniquement. Voilà. Donc cette carte-là, vous ne pourrez l'avoir que dans un deck de gardien. Si il y a marqué dans les FAQ, si vous mettez cette faiblesse-là dans votre deck au hasard, si par exemple vous êtes du style à piocher votre faiblesse, la mélanger dans votre deck sans la regarder avant que vous ayez à la résoudre, et ben au moment où vous la piochez, vous dites mince, elle est réservée au gardien et je suis en train de jouer un truand, et ben vous allez chercher dans votre collection de faiblesses, enfin chercher, vous piochez au hasard une autre faiblesse et vous la résolvez. Ce qui au passage peut poser un problème, si la faiblesse en question c'est endetté, vu que endetté est permanent et que vous devez commencer la partie avec. Donc soit quand vous piochez vos faiblesses au hasard, vous faites attention à ne pas inclure les faiblesses qui ne peuvent pas être mises dans votre deck, comme vous le faites avec les faiblesses réservées au mode campagne. Si vous faites un standalone, vous n'incluez pas ces faiblesses-là dans la pile de faiblesses parmi lesquelles vous piochez. Voilà. Ou alors tout simplement, vous regardez ce que vous avez pioché. Voilà, bon. Pardon, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Autre chose, dans cette boîte, il y a une mécanique pour chaque classe. Alors pour les gardiens, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est moins marqué, je trouve. Pour les gardiens, c'est le maintien des ennemis en jeu. Je vais y arriver, donc voilà, j'ai trouvé 4 cartes. Allez, ça devrait être une bonne taille. J'ai trouvé chez les gardiens 4 cartes. Les bolas, en 2 mots, c'est pas l'elfe, c'est l'arme qu'on lance. Voilà. Donc les bolas, ça permet d'échapper à un ennemi et cet ennemi va être moins gênant. Encore une fois, je détaillerai plus tard. Blessure grave, ça va faire un peu de l'attrition. Vous blessez un ennemi, vous lui attachez ça, et il va continuer de blesser au fil des rounds. Alors le chien de garde, j'ai un peu hésité à l'ajouter, mais c'est le classique du chien de garde, il se prend des dégâts, il inflige des dégâts à l'ennemi. Donc ça vous gêne pas de laisser l'ennemi en jeu. Et les menottes, version améliorée, pareil, vous laissez un ennemi en jeu et il vous gêne moins. Donc, les cartes gardiens de cette boîte vous aident, si vous êtes dans une logique de dire je ne tue pas tous les ennemis, je vais en laisser quelques-uns en jeu. Pour les chercheurs, c'est du dépôt d'indices sur le lieu. Donc j'ai compté 6 cartes qui jouent avec ça. Voilà, après qu'une capacité de joueur a placé sur votre lieu un ou plusieurs indices, etc., etc. Placez un de vos indices sur un lieu, vous avez un effet, blablabla. Vous avez le droit de placer jusqu'à 3 indices sur votre lieu. Vous avez le droit de placer un indice sur votre lieu. Que je retrouve la phrase. Placez un de vos indices sur votre lieu, et ça, après avoir dépensé un ou plusieurs indices, ou placé un ou plusieurs indices sur votre lieu, etc., etc. Alors on avait déjà 3 cartes, si ma mémoire est bonne, qui permettaient de placer un indice sur son lieu pour avoir un effet. On en a 6 de plus. Pour les truands, il s'agit de l'interaction avec le trait illicite. Voilà, donc là, les cartes truands qui ont le trait illicite. Ah, pourquoi ça se met? Il y en a 9. Voilà, ces 9 cartes-là ont le trait illicite, mais on a également ces 4 cartes-là qui ont un effet spécifique aux cartes illicites, ou, dans le cas de celle-ci, qui donne le trait illicite à une carte. Jusqu'à présent, ce trait était assez peu employé. Il y avait Finn Edwards qui avait le droit de mettre dans son deck des cartes illicites, jusqu'au niveau 4 ou 5, je suis plus sûr, et il y avait Preston Fairmont qui n'avait pas le droit aux cartes illicites. Et il y avait le receleur qui fournissait des réductions sur les cartes illicites.
Mais jusqu'à présent, c'était assez marginal. Là, vraiment, d'un coup, paf, on se retrouve avec, donc je l'ai dit, 9 cartes qui ont le trait illicite, 4 qui interagissent avec. Pour les mystiques, il s'agit de l'utilisation des fatalités. Que je retrouve ça, voilà, carte mystique, qui parle de fatalité. Alors, il y a l'investigatrice, mais sinon il y en a 12. Que ça soit des soutiens sorts, soutiens autres, événements, compétences, voilà. Donc si vous aimez les decks qui placent volontairement des fatalités pour en tirer des avantages, par exemple Marie Lambeau, ou si vous... Il me semble que je l'avais évoqué dans une de mes dernières vidéos, peut-être que je confonds. Ah non, voilà, je sais, c'est dans une vidéo de classement que vous verrez un de ces jours, ou que vous avez vu un des jours précédents. Si vous jouez un deck, comment il s'appelle le magicien ? J'ai une mauvaise mémoire, Dexter Drake, en disant je mets des soutiens, je mets des fatalités sur les soutiens, et avant que ça fasse avancer l'intrigue, je les défausse, et ben là, vous aurez plein de nouvelles cartes pour ce style de deck. Et enfin, que je m'y retrouve, et enfin, pour les survivants, des cartes qui vous donnent un avantage si la difficulté de votre test est de 0. Alors, l'investigateur survivant, il peut baisser la difficulté. C'est pas tout à fait la même chose, mais sinon, voilà, on a cette carte-là qui dit à jouer uniquement si la difficulté du test est de 0, à jouer uniquement si la difficulté de ce test est de 0, diminuer la difficulté du test, et une amélioration du vieux porte-clés, si la difficulté du test est de 0, etc. Donc voilà, moi j'adore le deck diminution de difficulté de Wendy Adams, c'est mon deck survivant préféré, et ben voilà, on me fournit de nouvelles cartes pour ça. Voilà ce qu'elle va dire sur les styles de deck, et du coup on va finir... un petit truc. Et du coup pour finir, le planning des vidéos, alors c'est un planning, c'est toujours susceptible de bouger, mais l'intro du cycle, la présentation, c'est-à-dire la vidéo que vous êtes en train de regarder, normalement elle est en ligne le 3 décembre. C'est un dimanche si ma mémoire est bonne. Ensuite, comme l'an dernier, je vais faire une vidéo sur chaque investigateur, la semaine du 5 au 10 décembre. Ensuite, les cartes joueurs, je sais plus combien. Alors, pour les cartes joueurs, ce que j'ai décidé de faire, c'est la première vidéo pour chaque classe, je parle des 2 premières cartes personnalisables. La deuxième vidéo pour la classe, je parle d'une carte personnalisable et d'une carte non personnalisable, et ensuite, pour le reste des cartes, c'est à chaque fois 3 cartes. J'espère qu'en ne parlant que de 3 cartes, j'arriverai à maintenir les vidéos d'une durée raisonnable. Et comme l'an dernier, si dans la boîte il y a la carte de niveau 0 et la carte améliorée, je parlerai des deux en même temps. Et sinon, je commente les cartes dans leur ordre. Donc ça, les cartes joueurs du 12 décembre au 7 février. Ensuite, je ferai donc des vidéos sur les 5 styles de deck dont je viens de parler, les 5 mécaniques. Voilà, une vidéo sur les decks gardiens qui essaient de maintenir les ennemis en jeu, pourquoi faire ça, comment faire ça, quelles sont les interactions. Spoiler, c'est utile si l'enquêtrice dans le groupe c'est Trish Scarborough, voilà. Puis une sur le dépôt d'indices, etc., etc. Donc ça, semaine du 13 au 17 février. Alors les 5 styles de deck, même s'il y a 6 investigateurs, parce que, en neutre, j'ai rien vu de particulier. Et si je me rends compte que j'ai raté un truc, je le rajouterai. Et enfin, la semaine du 20 février
donc du 20 février au 25 février. 6 exemples de deck, donc un exemple de deck pour chacun des 6 investigateurs. À chaque fois, selon ce qui me semble le plus adapté pour l'investigateur, ça sera un deck solo. J'essaierai de faire au moins un deck solo. La plupart du temps, je pense que ça sera des decks duo. Et il y aura au moins un deck pour trio. Déjà, je sais que Carson, ça sera un deck trio. Voilà. Au passage, j'ai noté que leur nom, Arkham JCE TV, avait commencé ses vidéos, on avait déjà sorti, 7, probablement 10 au moment où vous verrez cette vidéo. Je pense que quand cette vidéo sera en ligne, ils auront fini leur vidéo de déballage des packs, enfin de déballage de la boîte. J'ai pas eu le temps de les regarder. Jusqu'à présent, je sais pas si j'aurai le temps de les regarder avant de faire mes propres vidéos. Voilà, donc... j'ai vu aussi une chaîne que j'essaie de regarder, The Whisper of Darkness a commencé à faire ses vidéos. Au moment où j'enregistre, il a fait de mémoire toutes les cartes gardiens sauf les cartes personnalisables et encore aucun des investigateurs. Voilà. Donc tout ça pour dire, si dans une de mes vidéos je répète ce qui a été dit dans une autre vidéo, c'est pas que j'ai copié, peut-être que j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo, et si je ne rebondis pas sur une remarque faite dans une vidéo, c'est peut-être tout simplement parce que je ne l'ai pas vue. Bon voilà, vidéo d'une 30aine de minutes, je pense que ça devrait suffire. Alors comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme je vais enregistrer à la volée pas mal de vidéos et que je les diffuserai au rythme de 5 par semaine, si vous laissez un commentaire à une vidéo, au moment où vous laissez le commentaire, je suis probablement 3-4 semaines plus tard. Voilà. Mais normalement, je réponds aux commentaires sur YouTube. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là, donc j'espère que la vidéo sur le cycle, c'est lundi. Moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.